Bonjour à tous, c'est ici Valentine et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast Tout part de soi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une notion que beaucoup ont entendu parler autour d'eux par des personnes, voilà, mais qui pour beaucoup ne savent pas ce que c'est. Donc c'est l'épuisement émotionnel. Par épuisement émotionnel, bon évidemment, je pense que vous avez tous, enfin, tout le monde a compris qu'on va parler d'épuisement liées à des capacités mentales extrêmes et des surexpositions sur des situations, mais émotionnelles, parce qu'on va parler exclusivement ici dans ce podcast du côté émotionnel et de ce qu'il va se passer dans le corps en termes d'émotions pour vaincre un petit peu cet état-là. Alors, comme d'habitude, je vais prendre des exemples qui me sont arrivés, qui se sont passés dans ma propre vie pour vous expliquer ce propos-là. Par rapport au dernier podcast que j'ai sorti sur la multipotentialité, j'ai beaucoup parlé du fait que je me suis arrêtée de faire le podcast pendant beaucoup de temps, depuis le mois d'août dernier, donc ça fait déjà, ouah, si je me trompe pas, à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast-là, ça fait déjà août, septembre, octobre, novembre, décembre, donc on est actuellement au mois de janvier, ça fait 6 mois donc que je n'ai pas enregistré de podcast et que je n'ai pas travaillé non plus sur, la direction artistique du podcast parce que évidemment, il y a pas que l'enregistrement. Il y a aussi toutes les publications sur les réseaux sociaux, les choix de couleurs, les choix de police, le choix du titre et évidemment, je fais ça toute seule, je n'ai pas d'équipe derrière moi pour le faire et donc ça m'a mise une charge mentale extrême. Dans l'épuisement mental, parce que là, je vais parler un petit peu de l'épuisement mental, on parle beaucoup de charge mentale, en fait, de tout ce qu'on a à faire, de tout ce qu'on a à penser. Avec la montée du néo-féminisme, aujourd'hui, on parle de charge mentale féminine, mais les messieurs aussi ont des charges mentales aussi qui sont bien propres à leur, vie à eux. Bon après si je peux faire un petit coup politique là, c'est qu'évidemment, on parle beaucoup de charge mentale féminine parce que on parle beaucoup de mamans qui restent à la maison, qui s'occupent des enfants et en fait, il y a beaucoup de d'hommes, apparemment, qui ne s'investissent pas dans la vie de couple, dans la vie de famille et qui demandent toujours: «Où est-ce que je peux trouver ci? Où est-ce que je peux faire ça? Où est-ce que tu as rangé ci? Où est-ce que tu as rangé ça?» Ce qui donne l'impression à la plupart des femmes de devoir être la dirigeante du foyer et de devoir avoir l'autorité nécessaire, pour gérer le foyer et que en fait l'homme n'est là que par appui et pas seulement enfin et pas comme il devrait être, c'est-à-dire le dirigeant, le co-dirigeant en fait du foyer et pas justement un appui ou juste un soutien. On ne vous demande pas de nous aider messieurs, on vous demande de faire intégralement partie du projet. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. J'ai la chance parce que moi, mon conjoint est réellement mon conjoint, mais n'est pas, un enfant à charge, de 30 ans que que j'aurais à m'occuper, c'est pas mon cas. Mais j'ai déjà eu des couples, j'ai déjà eu des histoires d'amour dans lesquelles j'ai été, comme, une seconde mère pour les personnes à qui j'étais et donc on me parle évidemment de charge mentale dans ces moments-là. Effectivement, on doit gérer tout ce que la personne ne sait pas gérer toute seule, en fait. Et ça existe aussi dans l'autre sens, mais on en parle très peu parce que je pense que la faiblesse enfin, en fait, ce qui est perçu comme faiblesse dans la société, c'est-à-dire un homme qui doit s'exprimer ou quoi, beaucoup dans la génération de nos parents, on disait qu'un homme, ça ne devait pas pleurer, qu'un homme devait être fort, qu'un homme ceci, un homme cela et donc en fait, on a indiqué aux garçons comment taire leurs émotions et justement, on revient à l'épuisement émotionnel parce que justement, ce comportement-là est très mauvais on arrive à un épuisement, dit émotionnel et donc du coup après qui se transforme en épuisement mental et parfois même en dépression. Aujourd'hui, on a de la chance parce que avec la montée de la Gen Z, enfin on dit que souvent enfin on entend, parce que moi je le dis pas parce que je fais partie, d'une génération un peu oubliée, la génération des millennials. Je suis née, en 99 donc, enfin des début années 2000, j'ai vécu une enfance qui était, comment dire? Programmée pour un monde qui existe plus du tout aujourd'hui parce que tout va très vite. Et justement, j'ai besoin, moi, en plus, en tant que neuroatypique, de connexion dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entends, dans toute ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Et si j'en ai pas, eh bien, je ne trouve pas de sens à certaines choses. Bon, voilà, là, c'était un peu une introduction super longue sur le sujet, mais je trouvais ça nécessaire parce que on va un petit peu décortiquer tout ce que je viens de dire.
Donc à savoir, l'épuisement émotionnel n'est pas uniquement féminin, comme, j'ai pu le laisser entendre dans l'introduction quand je parlais de charge mentale. Je parle de charge mentale globale, je parle pas uniquement de charge mentale féminine. Dans le sens où la mère de famille s'occupe de tout, il y a aussi beaucoup de pères de famille qui s'occupent de tout. J'en ai des exemples, mais je vais pas dire les noms, je vais pas dire qui c'est. Je sais que ça existe, j'en ai des exemples encore une fois et je vois qu'effectivement, bah, dans le cas que je suis en train d'expliquer, c'est l'homme, le père de famille qui s'occupe et des courses et des rendez-vous et d'emmener les enfants à tel ou tel endroit et la femme en fait est là, on pourrait croire que c'est ce qu'on appellerait une femme vénale, mais est là, juste pour profiter des bonnes choses, des enfants, ne les éduque pas forcément, n'est pas forcément à l'écoute de ses propres enfants, a beaucoup d'activités à l'extérieur, se montre beaucoup, est une personne mondialement connue, j'allais dire, pas mondialement connue, mais qui est une personne, mondiale. C'est vraiment, sortir dans le monde, quoi. C'est le schéma inverse de ce qu'on pourrait appeler la charge mentale aujourd'hui. Alors qu'en fait, dans ce cas de figure-là, le père de famille a une charge mentale énorme. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je vais parler un peu de moi là. Dans mon cas, parce que du coup je parle de charge mentale et c'est pour ça qu'après on arrive à un épuisement émotionnel. Dans mon cas, j'ai dit que là, ça fait quelque temps que je reprends un petit peu l'enregistrement de mes podcasts. Je sais pas du tout quand est-ce que je les publierai parce que après il y a le montage vidéo. Alors, je vais pas vous cacher que ce que je fais pour mon montage vidéo, c'est que, je mets une photo que j'aurais, modifiée, c'est souvent une photo de moi avec un titre et cetera que j'aurais modifié tout ça. Je mets une photo et je la mets sur tout le long de la vidéo pour que les gens se concentrent sur ce que je dis et pas forcément ce que j'ai à montrer aussi dans mes vidéos. Je pense que j'ai jamais fait de vidéo à proprement parler, en réalité, c'est plus de l'enregistrement audio que je fais et je trouve que c'est vraiment très intéressant et c'est ce vers quoi je veux tendre, en fait. Il y a eu un moment où je m'étais dit: «Ouais, quand je vais reprendre le podcast, je vais me filmer en train de parler comme ça les gens ils verront toutes mes émotions, machin». Et au final, je me suis dit: «Ouais, mais le travail qu'il y a après derrière pour» parce que encore une fois, je suis toute seule, j'ai pas une équipe derrière moi qui pourrait prendre en charge le montage vidéo, le traitement aussi de la vidéo pour mettre des après sur la vidéo, je sais pas, d'un univers un peu plus froid parce que j'aime beaucoup la couleur bleu nuit, le noir aussi et le blanc tranchant pour la luminosité. De toute façon, on sait que la lumière ne vient que de l'obscurité et inversement parce que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Mais ça ça voilà. Donc j'aime beaucoup les couleurs qui sont contrastées comme ça, même dans mon travail de photographie, enfin ça se voit, j'aime beaucoup le noir, j'aime beaucoup la lumière bien tranchante, bien blanche, même qui brûle un peu la photo. C'est mon style, c'est comme ça que je suis, mais c'est aussi tout le paradoxe de ma vie. Et donc du coup, pour revenir un peu sur l'épuisement émotionnel, je disais voilà, je voulais reprendre le podcast, mais je me voyais pas faire le montage vidéo, je me voyais pas non plus reprendre les réseaux sociaux, je me voyais pas refaire des photos de moi, parce qu'en ce moment, bah, il y a un truc aussi dont je vais parler un peu plus tard dans le podcast, mais j'ai du mal à me voir, voilà, tout simplement. On parle de complexe, mais on parle aussi de bien au-delà d'un simple complexe. D'ailleurs, je ferai un podcast sur les complexes et comment on peut composer avec eux. Mais ça, c'est pas le sujet du jour. En tout cas, j'ai été dans un énorme miasme émotionnel ces derniers temps et ce depuis quelques mois parce que j'ai eu un truc qui a fait que ça a dégringolé complètement. Donc c'est parti, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Au mois d'août, j'ai repassé mon permis pour la première fois depuis plus de 3 ans, je dirais. À savoir que ça fait 8 ans que je suis inscrite dans la même auto-école, que j'ai passé mon permis en tout aujourd'hui 5 fois et que je l'ai toujours pas. Et que quand je me suis re-inscrite, enfin oui, j'ai dû repasser le code en plus parce que vous imaginez bien en 8 ans, ne pas avoir son permis, du coup, bah, 5 ans, j'ai perdu mon code. J'ai repassé mon permis le 1er février 2025. Il a été validé parce que j'ai eu toutes les réponses bonnes, enfin bref, voilà. Et j'ai repris la conduite. Mais cette fois-ci, j'ai pas repris la conduite, avec une boîte manuelle, j'ai pris la conduite avec une boîte automatique. Vous allez me dire: «Mais quel est le rapport avec l'épuisement émotionnel?» Mais j'y viens. J'ai donc accumulé un échec, cuisant depuis 8 ans. J'ai appris, le code à mes 16 ans et là, je vais sur mes 27 ans. Donc en tout, sachant que j'ai eu mon code à 18 ans, je crois,
C'est vrai qu'en fait, j'ai eu beaucoup de mal, à pas apprendre à ce que c'est que la conduite, pas apprendre à la théorie de la conduite et cetera, bah, du coup, de ce que c'est que le code, mais par ennui, complètement. Je me suis intéressée à la chose 5 minutes et en fait, je n'ai pas trouvé mon compte au moment où je me suis inscrit, aux grandes dames de mes parents parce que c'est eux qui pouvaient me payer en fait, bah, un peu comme toutes les adolescents, d'aujourd'hui. C'est eux qui m'ont offert le code et le permis et au final, je l'ai pas eu donc je les ai un peu déçus et je le sais et malheureusement, bah, c'est lié avec mes neuroatypies et je pourrais pas m'en débarrasser et c'est mon parcours, c'est comme ça, je peux pas revenir sur mon passé comme dirait mon copain, voilà. Donc suite à ça, au mois de mai dernier, donc au mois de mai 2025, je me suis donc réinscrite à des cours de conduite dans cette même auto-école. D'ailleurs, j'ai revu un moniteur, ça c'est je fais un petit aparté, un petit bonjour à ce moniteur-là qui m'a beaucoup aidé à me dépasser, et à pas stresser, en fait, en voiture parce que c'est lié aussi au stress, mon échec. En tout cas, c'est rigolo parce que quand je m'étais inscrite la première fois dans cette auto-école-là, donc à mes 16 ans et que j'ai commencé à conduire à mes 18 ans et que je conduisais avec lui et qu'il était parti et que, bah, il est revenu dans la même auto-école et qui m'a vue en mode: «Bah, tu toujours pas le permis toi, qu'est-ce qui se passe?» Je suis littéralement la doyenne des élèves qu'ils ont dans cette auto-école-là et je leur tiens pas rigueur du tout parce que je sais que entre guillemets «le problème», s'il doit y avoir un problème et moi je le vois pas du tout comme un problème, ça vient de moi. Donc voilà, donc en août, j'ai encore raté mon permis. Je l'ai repassé en septembre parce qu'ils avaient une date tout de suite et tout, sauf qu'en fait, parce que c'était un désistement, donc ils m'ont mise, tout de suite à repasser le permis, sauf que moi, j'étais toujours dans mon stress. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis auto-sabotée. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai passé le permis, donc c'était en septembre dernier et depuis, bah, en fait, j'ai eu des changements dans ma vie professionnelle et des comment dire? Des responsabilités au niveau du boulot, au niveau de ma famille, au niveau de tout ce que vous pouvez imaginer qui a fait que je n'avais absolument pas le temps. À chaque fois qu'ils m'appelaient, j'étais en réunion, je pouvais pas leur répondre et en fait, ils complètement boycotté, enfin, j'ai pas boycotté, de façon, comment dire? Ou que je voulais que ce soit, comment dire? Conscient, c'est qu'en fait, j'ai mis ça de côté. Et en fait, j'avais déjà fait ça pendant mes études parce que la conduite pour moi, c'est littéralement douloureux, en fait, hein. Donc voilà, il s'est passé ça et depuis ça, bah, j'ai commencé à avoir une descente aux enfers, émotionnelle et des accumulations, en fait, de choses que je n'avais pas dites, des non-dits, des choses que je ressentais, des choses que je percevais aussi dans l'invisible et cetera et en fait, j'en ai fait un espèce de fagot que je me suis mis sur le dos et j'ai eu un manque de liberté créatif, un manque de liberté aussi, émotionnelle dans le sens où dès que je m'exprimais, la réaction que j'avais en face de moi, c'était, souvent de l'agacement ou souvent de l'épuisement aussi par rapport à ce que je disais et c'était même pas j'avais fini ma phrase que je sentais l'épuisement de la personne en face de moi. Pareil, je nommerai personne, mais en fait, c'est moi ce qui ressens ça et donc du coup, bah, là, je suis tombée dans ce qu'on peut communément appeler le burn-out et en fait, le burn-out chez moi n'a pas été professionnel. En tout cas, pas celui-là, parce que j'ai déjà eu, des cas de burn-out où ça a été effectivement lié avec mes études et cetera, donc une activité professionnelle, où là, effectivement, on m'a diagnostiqué, on m'avait dit: «Ouh là, attention, non, on va te mettre en arrêt» et cetera. Là, j'ai pas besoin d'arrêt de travail. En fait, j'ai besoin d'un espace où je peux exprimer mes émotions. En fait, c'est vraiment ça. Si vous ressentez ce que je suis en train d'exprimer dans votre vie, là, actuellement, sachez qu'en fait, ce n'est pas une dépression à proprement parler, ce n'est pas non plus un épuisement émotionnel, c'est juste enfin, ce n'est pas un épuisement professionnel ou même mental, c'est juste un épuisement émotionnel. Je vais continuer dans mon petit récit là, donc j'ai pas eu le permis, je l'ai raté, nanani nanana. Je suis tombée, en pleurs complètement parce qu'en fait, c'est pas uniquement ne pas avoir le permis qui se jouait derrière, c'est je devais déménager avec mon copain, donc faire en sorte que mon couple évolue, que j'aille dans une autre step dans mon couple. Je devais donc faire ça, je devais reprendre la photo de façon professionnelle, donc avec la voiture, bah, c'était génial parce que je pouvais me déplacer, j'avais pas besoin de qui que ce soit pour, aller dans un endroit et faire des shootings avec des personnes. Donc ça, c'est tombé à l'eau, les 2 trucs sont tombés à l'eau. Même ne serait-ce que pour aller à la salle de sport parce qu'actuellement j'y vais avec mon copain et c'est d'ailleurs, c'est là où on s'est rencontrés et tout. C'est génial, hein, j'adore ma salle de sport, mais c'est vrai que, bah, mon copain, il fait du powerlifting. Il est lifteur, il est athlète et donc du coup, maintenant qu'il a un coach et maintenant qu'il a des séances qui sont millimétrées avec des temps de repos qui sont longs parce que, bah, il fait de la force, du coup, bah, moi, j'ai pas forcément ce schéma-là, d'entraînement tous les jours. Moi, je jongle entre le cardiovasculaire et donc
ce qui est plus, de l'élimination de graisse, à proprement dit, enfin vraiment c'est ça et de la force. Donc du coup, parfois, je me calque un petit peu à son programme et je fais des séances avec lui. Mais c'est pas tout le temps le cas et les fois où je fais du cardiovasculaire, bah, j'ai très peu de temps de repos. Ce qui va m'intéresser, c'est d'aller vite dans mes exercices, de pas pousser lourd, de pas tirer lourd, du coup ça va activer, bah, tout mon réseau sanguin et mon cœur et c'est comme ça que je vais faire du cardio, en fait et du coup, le problème, c'est que quand je fais du cardio, bah, moi, en 1 heure et demie, j'ai terminé mon entraînement et mon copain, lui, son entraînement, bah, il dure 3 heures. Entre l'échauffement, les exercices en tant que tels, les temps de repos et cetera et bah, du coup, bah, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde sur ces moments-là. Et moi, là, ce qui se crée, c'est de la frustration parce que comme j'ai pas le permis, je dois attendre. Donc j'attends souvent 1 heure et demie et c'est des 1 heure et demie que je pourrais pas rattraper derrière. C'est aussi pour ça que j'avais arrêté de faire du podcast parce que en fait, je ne pouvais plus enregistrer. Littéralement, je finis mon travail à 17h30, à 18h, on est à la salle et on en sort à des gros 22h. J'ai absolument pas envie de faire un podcast à 22h. Ce qui m'intéresse, c'est un bon livre, une bonne bouffe, une bonne douche et je vais me coucher, quoi. Donc là, j'ai perdu du sens aussi dans ma vie. C'est quelque chose que je disais pas parce que je me sentais pas légitime de lui dire en mode: «Eh oh, fais en sorte que ton entraînement, il se termine vite parce que moi, j'en ai marre d'attendre». Sachant que j'ai pas le permis, je pouvais pas lui dire. Donc en fait, voilà, j'ai pas eu mon permis, j'ai pas pu déménager avec mon copain, je suis toujours chez mes parents, donc c'est une frustration de plus. Je vais à la salle avec lui et donc du coup ou avec mes amis, mais donc je dépends de leur entraînement à eux, donc je manque de liberté aussi, je manque d'autonomie là-dessus et en fait, à mon âge et même avec ma façon de penser et ma façon d'être et bah, ça, c'était ultra, ultra, ultra suffocant. Je n'arrivais pas à retrouver mon compte là-dedans et je suis pas en train de diaboliser qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti et c'est comme ça que je fonctionne et donc du coup, il y a eu beaucoup de moments où même bah, dans mon couple, je vais prendre un exemple de mon couple, c'est je pleurais souvent et cetera. Je voulais pas expliquer à mon copain ce qui se passait parce qu'en fait, je m'autorisais pas à lui dire, hein, tout simplement. J'avais peur de ses réactions et tout, mais ça, c'est lié avec mon passé aussi. Mais j'avais surtout peur de lui dire: «Ouais, là, en fait, tu je veux rentrer à la maison. J'en ai marre d'attendre, des plombes 1 heure et demie ou 2 heures à la salle de sport, de t'attendre et de te voir, rigoler avec tes copains et cetera». Mais en fait, moi, ce que je voyais, c'était que il décidait de rigoler avec ses copains, il venait pas me voir, mais en fait, il faisait son entraînement. Encore une fois, il faisait son entraînement et c'est très égoïste de ma part de dire: «Ouais, bah, il doit être tout le temps à mes côtés». Bah, c'est pas vrai. En fait, ce qui se jouait là, dans l'ombre, c'était pas uniquement une certaine frustration de la salle de sport en tant que telle, ou même de sociabilité, parce que moi, quand mes copines étaient là, bah, c'est pareil, je leur parle. La dernière fois, il y a une amie avec qui on parlait de dev perso justement, mais ça a duré littéralement 1 heure, hein. Je pensais que mon copain était parti faire le deadlift, enfin du deadlift et c'était son dernier exercice, c'était son plus dur exercice, il avait des barres à passer et cetera et moi j'étais là en mode: «Oui, oui, je te rejoins, moi aussi je veux faire du deadlift et tout» et au final, eh ben, j'ai passé 1 heure avec ma copine à discuter de développement personnel parce qu'elle a envie de faire du bodybuilding et cette copine-là, elle est en train d'évoluer d'une façon tellement positive que je suis tellement fière d'elle. Si jamais un jour elle écoute ce podcast, très clairement, elle va se reconnaître et je lui souhaite d'aller jusqu'au bout de son projet parce que c'est une vraie revanche sur sa vie et franchement, bravo. Mais du coup, pour revenir sur l'épuisement émotionnel, bah, c'est que j'ai accumulé des échecs, j'ai accumulé des choses que je considère être négatives pour ma vie. Donc ce changement professionnel et cetera, c'était pas forcément, le bienvenu dans le sens où j'ai un métier où je suis «tranquille» entre guillemets et là et ben, j'ai eu des responsabilités de fou pendant l'espace de 6 mois et en fait, en réalité, bah, petit à petit, je me suis rendu compte que ça me prenait. Et après, c'est évident, mais moi, je suis pas faite pour enfin, j'avais été directrice artistique, pour des marques, de prêt-à-porter et je me suis pas éloignée de la direction artistique pour rien. C'est que la direction ne me va pas, en fait. Je ne peux pas, c'est pas que je fais mal mon boulot, c'est juste que ça prend trop de place dans ma vie et que j'ai besoin d'avoir un équilibre vraiment, vraiment clair et délimité entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Je me suis mise en plus à faire du sport, je me suis mise à prendre soin de moi, je me suis mise à parler justement de tout ce qui était important pour moi et tout ça, bah, non seulement avec le podcast, mais aussi avec le livre que je suis en train d'écrire. Et du coup, je veux pas, que ce pro-là déborde sur mon perso et là, ça a été le cas. C'était des messages, c'était des même pendant mes pauses de midi, on venait me voir, on venait m'appeler et cetera. Même si je suis dans mon bureau, en soi, c'est ma pause de midi, donc en fait, c'est pas le moment de venir m'emmerder et ça a été le cas et en fait, donc du coup, je me suis pas rendu compte, mais petit à petit, avec mes échecs
avec cette prise de responsabilité-là dans mon boulot, avec, plein de choses, des non-dits aussi, je vais revenir sur ça, sur la non-communication. En amitié, en couple et même à la famille, c'est pas bon. Surtout pour des profils comme le mien d'hypersensible, c'est qu'en fait, on a un seuil de tolérance qui est très bas par rapport à ça et du coup, la cocotte minute arrive très vite et ça, bah, j'ai la chance d'avoir un copain qui comprend très bien comment je fonctionne, mais il y a encore des trucs qu'il doit découvrir sur moi, je pense, malgré le fait que là, bah, en peu de temps, je trouve qu'il a fait un énorme travail sur moi, dans le sens où, pour une fois, je suis tombée sur quelqu'un qui essaye de me comprendre, qui en plus me comprend très bien et donc j'adore, je vais faire une petite phrase, qu'il m'a dite là récemment et je trouve ça vraiment mignon. Il m'a dit que: «Ma différence fait de moi quelqu'un d'exceptionnel». Et alors que je voyais ma différence comme un handicap et comme un problème dans ma vie jusqu'à maintenant. Et là, j'arrive à être avec une personne qui me valorise autant qu'il m'admire, même quand je suis en crise et que parfois, bah, je peux être très attaquante et que lui, il peut se sentir, comment dire? Quand je m'exprime parfois, les personnes autour de moi peuvent se sentir pas assez ou peuvent essayer de me chercher une solution à mon problème et cetera. Alors qu'en fait, moi, quand je m'exprime comme ça, en fait, je fais une avalanche d'informations, mais c'est pour que ça sorte de mon corps et de mon esprit et une fois que les choses sont dites, elles sont dites. Je fais pas ça pour qu'on essaye de me trouver une solution parce qu'en fait, en soi, la solution, je l'ai déjà. Je l'ai déjà et ça me prend suffisamment de place déjà dans ma tête. Donc, j'ai besoin de la laisser partir, j'ai besoin de m'exprimer et pas qu'on me coupe la parole et qu'on me dise: «Ah mais moi je sais comment il faut que tu fasses». Non, en fait, écoute-moi jusqu'au bout, j'y venais, déjà. Enfin bref. Et donc du coup, ouais, cette prise de permis-là, mais enfin, cette prise de conscience sur le permis plutôt, ça m'a vraiment fait du mal. Parce qu'en fait, je me suis dit: «Ouais, mais non, moi, je veux absolument être à l'égal de mon copain parce que comme il est génial, il faut que je sois géniale. Du coup, il faut absolument que j'ai le permis, il faut absolument que j'aille à la salle aussi par mes propres moyens, il faut que je fasse les courses par mon propre moyen, j'ai plus besoin de demander à mon copain de faire le taxi littéralement entre chez mes parents et les courses». Parce que des fois, ça le concerne absolument pas, mais il le fait quand même parce qu'il est trop mignon, en fait, juste. Et puis ça nous permet de nous voir et de discuter et tout et en fait, j'ai commencé à m'épuiser. Mais vraiment émotionnellement, c'est des choses que je ne disais pas, des choses que je m'auto, flagellais, par exemple pour le permis où je me disais: «Bah non, je l'ai pas donc du coup, bah, vas-y, je peux pas être légitime de dire à quelqu'un de venir me chercher, ça me c bah, littéralement, c'est pas possible, c'est incorrect en fait, dans mon éducation, c'était incorrect». Je peux pas non plus me permettre de dire à une personne qu'elle est trop longue à faire telle ou telle chose, alors que moi, bah, j'ai déjà fini et que j'ai envie de rentrer à la maison. J'ai pas le permis, j'ai pas de voiture, donc à la rigueur, j'y vais à pied, quoi. Mais bon, en ce moment, c'est l'hiver, il fait nuit très tôt et je me vois très mal, rentrer chez moi à 20:00, traverser les champs et rentrer chez moi comme ça, c'est hors de question et je sais très bien que mon copain me laisserait jamais faire ça. Pour ma sécurité, mais pour plein d'autres raisons aussi. Enfin bref, donc je me suis épuisée, épuisée, épuisée et en fait, au début, c'était vraiment des non-dits. Ensuite, il y a eu la charge mentale qui a joué aussi. Donc je parlais de charge mentale aussi, tout à l'heure, féminine et cetera. J'ai mis un gros pied dans le plat au début du podcast, mais en fait, c'est pas que ça, c'est que moi, dans ma vie, je me disais: «OK, je dois tout mettre dans des cases. Là où en fait, même moi, je ne rentre pas dans une case, mais ça, peu importe. Je me disais: «OK, là, à tel moment de ma journée, il faut que je fasse du ménage. OK, là, à tel moment de ma journée, il faut que j'enregistre un podcast. Et puis après, il faudra que je fasse la couverture du podcast, sinon ce sera pas fini. Et puis après, il faut que je fasse la programmation des réseaux sociaux aussi de ce podcast parce que sinon ce sera pas fini. Et après, j'ai envie de faire un autre podcast. Et après, j'ai envie d'écrire un résumé de chapitre ou un chapitre pour mon livre. Et après, j'ai envie de faire les traitements de mes photos parce que j'ai toujours pas eu le temps de faire le traitement de mes photos et les gens que j'ai pris en photo, ils m'attendent encore. Bref, ça, c'est dans ma vie perso et après, j'ai envie aussi d'utiliser mes bols, de cristaux et mes bols tibétains parce que j'ai besoin de me détendre, mais je trouve pas le moment de me détendre et après, je vais à la salle de sport et après, j'attends et en fait, c'est vraiment ça. C'est cette charge mentale-là que je me suis alors certes, je me suis imposée, mais parce que si je la fais pas, personne n'est derrière moi pour faire quoi que ce soit. D'accord? Faut vraiment bien mettre les choses, parce que j'ai eu des commentaires un peu haineux, sur les réseaux sociaux où on parle de charge mentale, bon, uniquement féminine, d'accord. Mais il y a beaucoup d'hommes qui disent: «Ouais, enfin la charge mentale, elle n'existe pas, vous vous imposez ce que vous vous imposez». C'est vrai, mais est-ce que
Est-ce que toi, dans ton couple, si tu es capable de dire un truc pareil, est-ce que toi, dans ton couple ou même dans ta famille, tu es celui qui prend les décisions? Est-ce que c'est toi qui fais les courses? Est-ce que c'est toi qui prends la décision, parce que le foyer est sale, tu vas le nettoyer de ton plein gré? Ou est-ce que tu vas demander à ta conjointe: «Oui, est-ce que tu penses pas qu'il serait temps de nettoyer le foyer?» Parce que même que ne serait-ce que la demande et le fait de se reposer toujours sur son conjoint, peu importe le sexe, là je parle pas vraiment de sexe, mais vraiment le fait de se reposer sur son conjoint ou sur une personne de votre famille, c'est là où vous lui donnez de la charge mentale et que ça vient de vous aussi. C'est pas uniquement quelque chose que, la personne a décidé de s'infliger juste pour son propre, plaisir masochiste en fait, c'est absolument pas le cas. Je parle de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'attendre au tournant sur cette notion-là et je le sais très bien et pourtant je voudrais décomplexer les choses et je voudrais dire que: «Waouh, souffle, on souffle». En tout cas, dans ma vie, ça a été comme ça et j'ai commencé à reprocher à mon copain de jamais prendre d'initiative. Que ce soit dans notre vie de couple, mais aussi que ce soit dans notre, prochain avenir, enfin voilà, de jamais parler de futur et d'être vraiment, dans la zéro prise de risque et donc dans la zéro prise d'initiative et de toujours me demander, bah, typiquement, une fois, juste exemple, une fois j'ai fait une crise. Je blâme pas mon copain, attention à ceux qui vont m'attendre au tournant aussi avec ça, c'est pas du tout, mais je vous explique ce qui s'est passé. J'ai fait une crise d'angoisse, j'étais vraiment pas bien, je vais expliquer pourquoi après et pendant cette crise d'angoisse-là, en fait, je me renfermais parce que je voulais pas exprimer mes émotions en public. Donc là, je me sentais étouffée, enfin bref, voilà. La crise d'angoisse interne, classique. Et en fait, du coup, on devait faire des courses à ce moment-là avec mon copain et il m'a demandé qu'est-ce qu'on pouvait manger, le soir du réveillon, en fait, du nouvel an et en fait, bah, moi, j'arrêtais pas de répéter: «Mais en fait, choisis, 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 je suis pas en capacité de le faire» et honnêtement, j'étais pas du tout en capacité de le faire. J'étais en pleine crise, j'étais pas, à 100 de mes capacités intellectuelles à ce moment-là. Genre, j'étais vraiment, juste, je voulais exprimer ce que je voulais exprimer et il y avait aucune autre chose qui comptait pour moi à ce moment-là, en fait. Et le problème, c'est que lui, bah oui, mais mon cœur, il faut bien choisir et tout. Et en fait, dans ma tête, j'arrêtais pas de me dire: «Mais bordel, pourquoi est-ce que c'est pas toi qui choisis le repas? Pourquoi est-ce que tu me demandes toujours à tout moment ce que je veux faire, ce qu'il faut faire pour nous? Pourquoi est-ce que c'est à moi de diriger? Pourquoi c'est à moi de prendre une décision?» Et là, la non prise de décision m'a fait mal. Et en fait, j'ai tellement explosé ce jour-là d'ailleurs, que c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais en épuisement émotionnel d'ailleurs. C'est que, depuis le début, je suis tellement autoritaire avec mon copain, je suis tellement autoritaire dans notre couple et je suis tellement rapide aussi dans les choix de vie, de choses et cetera, que c'est souvent moi qui amène des sujets sur la table. C'est vrai. Mais après, c'est parce que je suis comme ça. Et en fait, le problème, c'est que j'ai jamais laissé la place à mon copain, de prendre une décision. Je lui ai jamais laissé le choix, je lui ai jamais laissé cette place-là, en fait. Pourtant, il y a eu beaucoup de moments où il m'a dit: «Attends, ralentis un petit peu, moi je suis d'accord avec ce que tu viens de dire et tout, c'est juste pas le moment pour moi. Il faudra qu'on discute de ça à un moment où je suis à 100 avec toi sur cette discussion, des discussions qui concernent notre avenir». Et du coup, moi, je le prenais trop bien à ces moments-là parce que je me suis dit: «Ah purée, ouais, il reprend sa place et tout». C'est pas que j'essayais de le challenger ou quoi, c'est juste qu'il y a des moments, c'est comme ça, j'ai une notion qui arrive dans la tête, j'ai besoin d'en parler tout de suite. Mais si la personne en face de moi n'est pas du tout dans le même mood que moi, en fait, si elle me le dit pas et cetera, moi, je vais rentrer dans un truc du: «OK, il m'écoute pas. OK, il est sur son téléphone, il m'écoute pas, il est pas à 100 avec moi, je le sens. Il est pas avec moi là, donc ça veut dire que je passe après». Et à chaque fois, ça me le fait. C'est vraiment en soirée, quand, j'ai un sujet de discussion et cetera, dans lequel je me retrouve pas, je m'auto-mets de côté, je m'auto-sécurise en fait et je me mets, volontairement dans une position d'observatrice et après, je vais en vouloir à toutes les personnes qui vont être autour de moi et je vais balancer un truc du style: «Ouais en fait, vous faites pas attention à moi, personne me parle et cetera». Mais en fait, c'est moi qui me suis mise en retrait comme ça, parce que je sais que ça va rien m'apporter la discussion qu'ils sont en train d'avoir. Ça va ni m'apporter de nourriture intellectuelle, ni m'apporter de nourriture émotionnelle, ça va pas m'apporter que de l'épuisement émotionnel que de me dire: «OK, j'ai pas ma place là dans cette discussion-là». Et en fait, c'est toutes ces petites choses qui font que, oui, je m'épuise petit à petit, ça me bouffe complètement, c'est littéralement ça et c'est littéralement, un truc qui vous prend, qui vous alourdit et en fait, si vous faites pas attention à votre bagage émotionnel et vous faites uniquement, de la rétention d'émotions, je vais parler de rétention d'émotions et pas de refoulement uniquement parce que c'est des choses qu'on retient et pas qu'on refoule au fond de nous.
Le refoulement d'émotions, c'est encore autre chose. C'est vraiment quelque chose qui peut ressortir des années après, une notion qu'on n'a pas du tout, connue pendant, un temps donné et qui fait surface de façon très violente en général et c'est quelque chose qu'on a voulu oublier un petit peu comme dans un déni, en fait. C'est ça un refoulement d'émotions. C'est aussi possiblement un refoulement d'un traumatisme, un déni. Enfin voilà, un déni émotionnel, je dirais. Sauf que là, c'est vraiment de la rétention d'émotions. C'est-à-dire qu'on est conscient de ce qu'on est en train de vivre, on est conscient de la charge mentale qu'on a, nous, de notre côté et en fait, on est conscient vraiment de tout. On est conscient de ce qu'on ressent, la tristesse, la frustration. Bah, moi, typiquement, si je me reprends encore comme un exemple, j'avais une énorme frustration vis-à-vis du fait que j'avais pas réussi mon permis. Parce que derrière, ça joue sur, ma localisation géographique dans ma vie. Donc à savoir toujours chez mes parents à 27 ans. Voilà, enfin, je vais bientôt avoir 27 ans et du coup, il y a une certaine honte aussi qui arrive derrière ça. C'est toujours, l'image du Tanguy comme dans le film. À 30 ans, il faut toujours partir. Enfin, c'est vraiment l'image de: «OK, c'est un enfant, Tanguy si à 30 ans, il est pas parti de la maison». Sauf qu'à 27 ans, il me reste 3 ans entre guillemets, «top chrono» pour partir de la maison et j'ai toujours pas le permis et donc ça fait 8 ans que je suis en train de le passer et c'est douloureux et cetera et ça remet dans tout un tas d'émotions enfin, non, les émotions sont pas négatives. Les émotions sont prenantes. Et là, ça me prenait vraiment la tête d'avoir des émotions comme ça, sur des notions que j'avais pas exprimées, que je ne parlais pas de ma honte d'avoir pas réussi à avoir le permis, à qui que ce soit, même à mon copain, parce que je me suis dit: «Mais en fait, il comprendra jamais». Lui, il l'a eu du premier coup, donc forcément, l'accumulation d'échecs, en fait, devient une peur constante de réussir. Parce qu'en fait, c'est très paradoxal ce dont je vais parler là, mais quand on a toujours échoué dans une notion tout au long de sa vie et que d'un coup on réussit, ça peut faire très peur parce qu'après il y a, ce qu'on appelle l'éclatement d'un plafond de verre et que donc du coup l'éclatement de ce plafond de verre-là fait qu'on est balancé dans le néant complet et on sait plus, il y a plus de repères. Alors que l'échec est beaucoup plus confortable parce que l'échec on le connaît. Ça fait, du coup 5 fois que j'ai eu un échec au permis. En plus de ça, aujourd'hui, j'ai pas réussi à le passer 2 fois en automatique, mais c'est absolument pas pour mes compétences de conduite, c'est absolument pas pour mes compétences, d'analyse, même d'anticipation d'autrui sur la route et cetera, ou même ma non compréhension du code de la route, absolument pas. C'est parce qu'en fait, l'examen représente un cap. Et cet examen-là, je l'ai raté parce qu'en fait, ça représente un cap supplémentaire dans ma vie. Et or, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, comme je suis en épuisement émotionnel, je ne pouvais pas passer ce cap-là, c'était impossible. Donc, quelque part, je pense que je me suis auto-sabotée pour pas passer à autre chose dans ma vie parce que ça fait peur. C'est littéralement ça, ça fait peur. Et au-delà du fait que ça fait peur, c'est que j'étais pas assez claire émotionnellement pour accueillir cette nouvelle partie de ma vie dans ma vie, en fait. Cet nouvel épisode, c'était pas possible, en fait. Et donc du coup, là récemment, je me suis rendu compte de ça, mais c'est vrai que ça a duré depuis le mois d'août. Donc depuis le mois d'août, je suis éteinte, je suis moins souriante, moins joyeuse. Ça se voit aussi au travail, je pétais des câbles parce que j'avais beaucoup de choses à faire ou quoi que ce soit. Mon copain, il me comprenait pas, il disait: «Mais bah, c'est normal que tu aies des choses à faire, c'est ton boulot et tout». Et en fait, c'est pas foncièrement les choses que j'ai à faire qui me font câbler, c'est pas non plus les gens à qui je parle qui me font câbler, c'est en fait les nouvelles choses. Parce que j'ai déjà un bagage sur le dos et il est lourd, il est de plus en plus lourd. J'ai une charge mentale aussi avec mes différents projets. Après, c'est évidemment moi qui me mets ça dans la tête et j'ai envie de faire tous les projets que j'ai en cours. Donc, le livre, le podcast et tout ça, mais c'est juste que bah, en fait, tout ce qu'il y a à faire, vu que j'ai aucune aide pour ça et que quand bien même j'ai pas envie vraiment d'avoir de l'aide, j'ai envie d'avoir du temps. Et là, le manque de temps, il rentre en compte aussi. Et du coup, quand on est dans cet état-là, en fait, il y a rien qui va. C'est franchement un burn-out émotionnel. C'est vraiment on arrive à la limite de ce qu'on peut consommer émotionnellement et du coup, on peut plus faire rentrer quoi que ce soit dans notre vie, on peut plus faire rentrer quoi que ce soit comme émotion aussi. Il faut laisser partir, il faut un lâcher prise, il faut un éclatement, une cocotte minute, il faut tout ça. Et en général, c'est d'ailleurs dans ces moments-là où, moi, je m'exprime le plus, où je m'autorise beaucoup de choses et de dire beaucoup de choses, même les choses qui me dérangent. En fait, c'est nécessaire, je pense et en particulier pour les neuroatypiques parce que on est tellement enfin, pour les hypersensibles en général et en particulier, c'est qu'on est tellement, tellement, tellement empathique qu'on ne veut pas décharger quoi que ce soit sur l'autre personne. Ça, c'est un truc
Moi, je m'en veux, à chaque fois je pleure, mais pas parce que j'ai déchargé des choses méchantes. Ça, j'ai eu à le dire et je les ai dit et c'est bon. Mais je pleure parce qu'en fait, je me dis: «Putain, mais je viens de décharger quelque chose qui m'appartient sur une autre personne» et déjà moi, ça m'épuise, alors l'autre personne, j'imagine même pas. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que les personnes qui partagent notre vie, en général aussi, si c'est des personnes saines avec des relations saines, qui nous nourrissent, elles peuvent prendre un petit bout. Elles prendront jamais tout, mais n'empêche que ça fait de la place, du coup. Et du coup, je me dis: «Ouais, OK», donc là, récemment, j'ai fait bon, je vais vous dire, c'était il y a, allez, 2 semaines maximum, j'ai fait cette crise-là dans lequel, je commence à en vouloir à mon copain, de tout et n'importe quoi, même des trucs genre en mode: «J'ai pas le permis, c'est de ta faute», enfin des trucs mais vraiment mais dingues. Et en fait, quand je parle comme ça à voix haute et lui, il était en face en mode: «Je comprends pas, mais j'essaye de trouver une solution». Donc déjà ça je lui ai dit après coup, en fait, finalement, la solution, je l'avais déjà, j'avais juste besoin d'une écoute, c'est tout, tu vois? Enfin, voilà, j'avais besoin de décharger les miasmes émotionnels que j'avais, c'est tout, pour, laisser passer les solutions, justement, parce que je les avais déjà, mais elles étaient coincées au portail, en fait. Fallait juste ouvrir le portail, fallait ouvrir les vannes, bam, fallait tout balancer et c'était bon après. Mais et en plus, j'ai énormément de chance parce que là, j'ai l'impression d'être horrible, une personne vraiment horrible en mode: «Ouah, elle crie tout le temps, elle pleure tout le temps et tout». Mais non, mais c'est vrai que par contre, j'ai des phases où c'est comme ça et je suis pas bipolaire, hein. Donc je enfin la bipolarité, c'est pareil, c'est une notion qui m'a beaucoup intriguée dans une partie de ma vie et à un moment donné aussi, j'ai cru que j'étais bipolaire, je me suis renseignée sur le sujet et tout. Après, j'ai fait des bilans de compétences, neurologiques et cetera et donc en fait, je sais que je suis pas bipolaire, voilà. Mais je sais que je suis HPI, hypersensible et tous les autres tintouins. Bref, donc le fait est que j'ai eu une grosse discussion avec mon copain. Souvent, c'est avec lui parce que je pense qu'il est neuroatypique aussi et que j'ai eu énormément de chance de retrouver quelqu'un, qui peut me comprendre et qui en plus, prend ça comme un défi de la vie. Au lieu de m'envoyer dans la gueule tout ce qui va pas dans ma personnalité et tout ce qui le gêne et cetera, au contraire, il va essayer d'apprendre de moi et ça, je trouve ça tellement inspirant, franchement, messieurs et messieurs dames. Franchement, si vous avez un partenaire neuroatypique dans votre vie, n'essayez pas de lui balancer toutes ces choses que vous ne comprenez pas. Au contraire, essayez d'apprendre de lui parce que c'est souvent des personnes qui sont beaucoup plus alertes sur le monde que vous et c'est pas un concours, mais c'est juste vous pouvez tellement apprendre de choses de ces personnes-là et moi j'ai franchement mon copain c'est un cadeau, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me dit: «Ouais, t'as de la chance de l'avoir et tout», mais ils savent pas à quel point. Et franchement, personne ne sait à quel point j'ai énormément de chance d'avoir la personne que j'ai, dans ma vie. Bref, c'est une déclaration d'amour en direct, mais le fait est que du coup, j'ai beaucoup parlé de lui, de ça, de comment je me sentais et en fait, je lui disais: «Ouais, en fait, tout est parti aujourd'hui du fait que» alors vous allez me dire: «Mais ça n'a ni queue ni tête». Mais si, tout a une queue et tout a une tête. En fait, je suis allée à la salle dans une tenue qui me boudinait et j'ai eu un moment de faiblesse vraiment ultra intense. Et à ce moment-là, parce que je me sentais pas bien dans mes vêtements, ça me compressait et cetera. En plus, c'est même pas une tenue qui me compresse plus que ça, mais en fait, il s'est joué quelque chose dans mon cerveau et je ne savais pas. Je me suis renseignée après, je me suis dit: «Ah putain, c'est ça, vraiment et tout» et une fois que j'ai su que c'était ça, j'ai pu laisser partir ce que je devais laisser partir et là, maintenant, ça va mieux. Mais en 2 semaines, vous imaginez bien que j'ai pas perdu de poids, hein. Ça n'a rien à voir avec mon poids, en fait. C'était mes kilos émotionnels, c'était mon poids émotionnel qui je voulais refléter sur mon corps et à ce moment-là, j'étais tellement, tellement, tellement dans mon burn-out émotionnel, dans mon épuisement mental et cetera, que, mon corps était le réceptacle de mes émotions. Et donc, à ce moment-là, dans ce jour-là précisément, j'ai craqué. Parce que je pensais que mon corps était trop gros, que j'étais trop grosse, que alors je suis ronde comme femme, mais ça m'a jamais posé problème jusqu'à là. J'ai commencé à me dire: «Ouais, mais en fait, je comprends pourquoi j'ai eu du harcèlement quand j'étais plus jeune. Je comprends pourquoi, on me regarde mal. Je comprends pourquoi, en fait, parce que j'ai une forte poitrine, que les hommes, me regardent que comme si j'étais un objet sexuel». Même devant mon copain, ça m'est déjà arrivé que je ressente ce genre de regard-là. C'est vraiment très mauvais, en fait. Bref et moi, ça me met dans une culpabilité aussi, mon corps n'est pas bon. Enfin, voilà. Et mon copain pourtant il me dit: «Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu magnifique, enfin il me dit: «Mais je pense que tu devrais te voir comme moi je te vois et tout et tout» et en fait j'entends ce qu'il dit, mais c'est juste que moi je me disais: «Mais non, il comprend pas, il est vraiment pas dans mon mental, il comprend pas» et cetera
Et après coup, je me suis donc renseignée sur cet état-là et je me suis dit: «Ah oui, j'ai donc je vais pas bien entre guillemets depuis le mois d'août». Sur des vagues, hein, des fois il y a des choses qui me rendent heureuse et donc du coup je vais très bien et je me focalise sur autre chose et machin et puis à un moment donné, bah, il y a un down et dans ce down, je pense à tout ce qui va mal dans ma vie et cetera et j'arrive pas à laisser partir, je garde ça en moi. Et mon corps, du coup, a été le réceptacle de toutes ces pensées négatives, de toutes ces émotions que j'ai pas pu laisser partir. Et pas que j'ai refoulées, mais vraiment ma rétention d'émotions que je parlais tout à l'heure. Et ce qui est rigolo, c'est que physiquement, j'ai fait de la rétention d'eau entre août et maintenant. Et là, je commence à me stabiliser en termes de rétention d'eau et je me dis, mais tout est lié, c'est pas possible, tout part de moi, ouais, mais tout est lié, tout part de mon mental et mon corps, il réagit en fonction aussi. Donc il y a un équilibre en fait qui se fait là. Mais franchement, je trouve ça tellement fascinant. Mais du coup, je lui enfin voilà, après coup, je lui dis: «Ouais, bah, en fait, je pense que je suis dans un burn-out émotionnel». Je me suis renseignée un petit peu sur le sujet. Ce qui s'est passé là, c'est pas que je me trouve moche, que je me trouve grosse réellement. C'est qu'en fait, je ne peux plus supporter la rétention d'émotions que j'ai dans le corps et donc du coup, il a fallu que je le laisse partir pour pouvoir enfin respirer. Mais c'est littéralement ce qui s'est passé et du coup, on a pris un petit peu le taureau par les cornes en mode: «Bon, bah, OK, qu'est-ce qui va pas?» Le manque de permis. Le manque de liberté, en termes de mobilité, voilà. Le manque de liberté aussi parce que je suis chez mes parents, donc c'est les règles de mes parents et c'est pas mes règles à moi. Et donc comme, je le dis, je le répète et cetera, je n'ai pas la même fonction du cerveau, enfin la même façon de fonctionner du cerveau que eux. Et donc du coup, bah, ça peut parfois créer quelques petites frictions, d'incompréhension et moi je me sens toujours mise à l'écart et cetera et je ne peux plus vivre comme ça en fait. Là, ça y est, j'arrive à un moment, bon, bah, c'est bon, faut que je m'en aille parce que je ne peux plus vivre comme ça. Et après, c'est pas de la faute de qui que ce soit, c'est juste que moi, il y a un moment, j'ai un besoin, c'est tout. Et donc du coup, j'exprime ça et j'arrive à laisser partir toutes mes pensées, j'arrive à lui dire: «Oui, mais tu vois, quand je suis dans cet état-là» ou même au quotidien: «Pourquoi est-ce que tu prends pas des décisions pour notre couple?» Même ne serait-ce que ce qu'on va manger le soir, enfin voilà, c'est pas je n'en peux plus, je ne veux plus faire ça, je voudrais qu'on soit sur un pied d'égalité. Le fait que j'ai pas le permis ne me permet pas d'être sur un pied d'égalité avec toi, mais là, j'en peux plus, j'ai besoin de faire des concessions. J'ai besoin d'aller, au-delà, j'ai besoin, de parler, d'autres choses, j'ai besoin de voir d'autres choses et j'ai besoin d'aller sur d'autres horizons et de passer un step et de tourner une page de ma vie pour passer ce step-là. Et il me dit: «Mais tu sais, ton permis, c'est pas grave». Là, je comprends pas, je me dis: «Mais il va pas m'emmener tous les matins au travail et cetera». Surtout que moi, j'aimerais bien m'installer plutôt dans la campagne et que je me vois pas vivre en ville. Et du coup, là, ça crée, un désaccord parce que lui me disait: «Mais en fait, tant que tu as pas ton permis, si tu veux, on peut déménager ensemble, on peut déménager en ville pendant quelque temps et dès que tu as ton permis, on redéménage et on va en campagne». Et moi, tellement je suis sûre de moi-même, je lui dis: «Ah non, 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 parce que si on s'installe, c'est sûr qu'on va jamais bouger, même quand j'aurai le permis, parce que, je sais que en gros, tu es une grosse feignasse et moi, je suis tout le temps en train de bouger, donc je sais que je vais être malheureuse». En gros, c'est ça que je vais lui balancer dans la gueule. Et en fait, après coup, je me suis dit: «Mais en fait, il a raison» et en plus de ça, il est loin d'être flemmard. Alors qu'est-ce qui se passe là dans l'invisible pour que je réagisse comme ça? Et en fait, je me suis auto-insultée par le biais de mon copain. C'est que mon épuisement émotionnel était tellement fort que résultat, je n'arrivais pas à avancer sur mes projets de vie. Donc par exemple, le podcast, par exemple, les shootings photos, enfin tout ce que j'ai à faire en fait, je n'arrivais pas, à même là, ça fait depuis le mois de septembre non, ça fait depuis le mois je dis n'importe quoi, le mois d'octobre que j'ai pas écrit pour mon livre. Ça fait donc un peu longtemps quand même. J'ai laissé tomber ça pendant plusieurs mois et j'ai envie de le finir, hein, c'est pas le problème. Je me suis beaucoup investie en termes de temps là-dedans et tout ça et en plus, j'ai déjà possiblement, dans la tête une histoire, qui pourrait être un tome 2 parce que j'écris de la romance, mais bon voilà. Mais j'ai eu la flemme de l'écrire. J'ai littéralement eu la flemme. J'avais tellement de choses à faire, tellement de choses à penser, tellement de choses à imaginer, tellement de choses à apprendre et cetera en même temps que, ben, et mon épuisement émotionnel, hein, on en est toujours là, mais donc du coup, bah, que j'ai eu la flemme de bouger, moi, dans ma propre vie, sans parler de mon copain. Et du coup, je lui ai mis ça sur le dos, en fait. Je lui ai reproché ce que moi, j'étais incapable de faire dans ma propre vie, en réalité. Et après coup, il a raison. Je pense qu'effectivement, là, ce qu'il faut, c'est que je déménage. Ce qu'il faut, c'est que, je laisse partir cette honte que j'avais par rapport au permis et cette impression de: «Je ne peux pas bouger parce que je n'ai pas mon permis, donc du coup, je suis coincée, ce portail qui ne s'ouvre pas». Je dois laisser partir certaines choses dans mes émotions. Je dois laisser de la place pour du mieux, en fait, dans ma vie et c'est
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans ce que je suis en train d'expliquer. Alors pas forcément pour le permis de conduire parce que ça a pris énormément de place dans mon podcast parce que pour moi, ça a été mon élément déclencheur pour cette notion-là. Mais pour plein d'autres choses, je vois mon frère, lui, c'est l'aspect financier qui lui manque, par exemple. Mais il y a beaucoup de gens, hein, qui sont comme ça dans un épuisement émotionnel parce qu'il y a quelque chose qui manque et qui les empêche d'aller voir plus loin. Et moi, du coup, j'ai eu de la chance d'avoir justement cette personne qui m'ouvre un peu cette porte-là, qui m'aide à ouvrir ces portes-là, qui de base ne le concernent pas, hein, mais d'avoir ce soutien-là et en fait d'avoir cette compréhension-là. Et du coup, ce qui s'est joué là, c'est qu'effectivement, j'ai pu ouvrir les vannes, j'ai pu ouvrir ce portail-là et j'ai laissé passer des émotions. Donc la frustration, la colère et l'impression de rejet, j'ai réussi à les laisser passer. C'est pas dit que ça revienne un jour, c'est pas dit que ça ne revienne pas un jour, enfin voilà. Je pense qu'il y a plein de situations dans lesquelles je vais me sentir frustrée, incomprise et cetera. Mais là, j'aurai la place pour communiquer dessus. J'aurai la place pour dire: «Ah, OK, là, je me sens comme à ce moment-là de ma vie, j'ai compris que je fonctionnais comme ça. J'ai compris que là, il me faut de la place pour m'exprimer sans que vous me trouviez une solution hâtive qui me renvoie à moi que en fait, là, j'ai un problème, de je m'exprime trop. Ce qui fait que du coup après, bah, je suis consciente de ce que j'ai dans la tête et dans mes émotions et dans mon cœur et donc du coup, bah, je fais de la rétention d'émotions parce que j'ai appris, à tort, hein, mais j'ai appris à ne pas trop en dire, ne pas trop parler, ne pas trop communiquer, garder les choses pour moi et cetera parce que c'était mauvais, parce que l'autre, autrui ne sera pas, peut-être, n'aura pas la capacité de m'écouter, n'aura pas la capacité de me laisser parler, n'aura pas cette compétence aussi de comprendre qu'en fait là, c'est juste un surplus qu'il faut que je laisse partir comme une cascade et pas non plus de me faire me penser que je suis un problème, que je prends trop toutes les choses à cœur, que je suis trop tout le temps et cetera. En fait non, c'est pas le cas. Ça revient un petit peu, sur le tapis parce que j'en ai déjà parlé dans le podcast sur l'hypersensibilité, mais ça fait partie de moi, c'est un tout. De toute façon, voilà, je vais parler de notions qui me concernent, mais c'est un tout et en général, les personnes qui sont neuroatypiques ont ce souci-là. C'est pas vraiment un souci, j'aime pas trop parler de souci, mais en tout cas, on se mode de fonctionner comme ça parce que voilà, dans la société, on nous apprend à être performant mais pas émotionnel et le problème, c'est que nous, on a un seuil de tolérance émotionnelle qui est vraiment très bas, comme je l'ai dit en début de vidéo et que donc du coup, bah, on explose peut-être plus rapidement qu'une personne qui est dite dans la norme. Surtout que les personnes qui sont dites dans la norme n'ont pas forcément la capacité d'analyse émotionnelle qu'on a nous et la maturité émotionnelle qu'on a nous. Donc du coup, ça reprend encore plus de place chez nous et moi, ça se voit sur, mon corps, en fait et donc voilà et je trouve ça très intéressant, en fait, le paradoxe entre, mon mental m'a fait détester mon corps, m'a fait détester l'image que je renvoyais parce qu'en fait, en réalité, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur que j'arrivais pas à gérer et maintenant que j'ai réussi. Enfin, de toute façon, il y a pas de secret, hein, c'est la communication, c'est le fait de lâcher prise, c'est le fait de laisser partir aussi des choses qu'on est en train de retenir aussi en nous, qui sont pas bonnes pour nous au final, des pensées négatives, des pensées, oppressantes, des pensées limitantes aussi. Et là, il faut les laisser partir, il faut s'entourer de personnes qui vont nous écouter, des personnes qui vont nous soutenir aussi dans nos choix de vie, des personnes qui vont essayer le plus possible, même si elles y arrivent pas de temps en temps, de nous comprendre et des personnes qui vont donner pour nous autant que nous on se donne. Parce que il y a énormément d'amitiés que j'ai dû mettre enfin, pour qui j'ai dû mettre fin. Il me semble que j'ai déjà fait, un podcast, ou en tout cas si c'est pas déjà fait, je vais en faire un sur les liens d'amitié, l'importance que ça a dans notre, système nerveux, mais aussi l'importance qu'on a à s'en défaire dans certains cas parce qu'en fait les amitiés ne sont pas réciproques et pour les hypersensibles en général et puis enfin les neuroatypiques, enfin vous savez, pour les gens comme moi quoi. Et ben, en gros, on a beaucoup de mal à se séparer de personnes parce qu'on a toujours l'impression d'être la méchante et de toute façon, en fait, ça se retourne toujours contre nous. Parce qu'on est tellement empathique qu'on va pas forcément repousser, ce que dit la personne en face et on va le garder pour nous alors qu'en fait, en réalité, ça s'est pas passé comme la personne l'a dit ou alors c'est uniquement dans son prisme de réalité à cette personne et nous, ce qui s'est passé pour nous, bah, c'est pas réel et pourtant on n'a pas la place pour l'exprimer et me le dire. Et ça fait encore un épuisement émotionnel. Il y a des amitiés dans lesquelles on se sent pas bien par épuisement émotionnel.
Enfin voilà, en tout cas, si l'épisode, vous a plu, si ça vous a parlé, si ça peut parler à une personne que vous connaissez, je vous invite à vous connecter, à vous abonner et à partager cet épisode aux personnes qui en auraient besoin. Je vous invite aussi à dans votre quotidien, à laisser partir donc les émotions que vous êtes en train de retenir contre, «leur gré» entre guillemets, des émotions qui sont en réalité parasites et qui ne sont pas les émotions dans lesquelles vous vivez au présent. Si c'est des émotions au passé, il faut que vous les laissiez partir, il faut que vous trouviez des solutions tout seul pour pouvoir ouvrir ces portails-là que vous vous mettez mentalement et aller de l'avant et surtout trouver des solutions. Même parfois, c'est un chemin qui va être différent de la plupart des gens, mais vous allez arriver à vos objectifs. L'épuisement émotionnel, mental et la charge mentale font partie d'un tout, je pense et c'est un burn-out, hein, mais voilà, si vous êtes dans un état qui ressemble à ce que je viens de décrire, sachez qu'il y a des aides, sachez que vous pouvez vous rapprocher de professionnels de la santé mentale, donc des psychologues, qui pourront être là pour vous écouter et c'est pas un mal, c'est plutôt vraiment plutôt bien. Moi, je pense que je vais retourner voir un psy, tout simplement parce que j'en ai besoin et parce que je trouve que ça me fait énormément de bien de pouvoir parler. Je vais aussi continuer les podcasts parce que justement, ça me fait du bien de parler. Voilà, donc je vous invite à vous connecter et je vous dis, à très bientôt pour une nouvelle notion de podcast.